Dans ce journal, la 3e conférence nationale sur la redevabilité sociale, les organisations de la société civile planchent sur la contribution au processus d'élaboration du nouveau référentiel de développement au Burkina Faso, l'ouverture des travaux dans quelques instants. Que se passe-t-il pour l'école à Madjouari? Les salles de classe y sont hermétiquement fermées du fait de l'insécurité. Les parents d'élèves tentent vainement de faire revenir les enseignants partis de la commune. Nous avons fait le constat pour vous dans ce journal. Et le président américain favorable à l'idée de la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid-19. La mesure est saluée par l'OMS, une actualité que nous vous proposons en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Et pour ouvrir ce journal, le carnet d'audience du président du Faso. À Kosiam ce matin, le médiateur du Faso remet les rapports d'activité 2018-2019 et 2020 de l'institution au chef de l'État burkinabé. Et avant, c'est l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en fin de mission au Burkina qui fait ses adieux au président du Faso. La synthèse avec Oumou Sissé. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite est en fin de mission. Mais avant de quitter Ouagadougou, Walid Al-Hamoudi fait ses adieux au président du Faso. 4 années de bonne collaboration et de développement de l'axe Ouagadougou-Riyad. Je pense que les relations, à partir du soutien du ministre des Affaires étrangères et de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, ont été, donc la mission a été un succès. Et nous avons donc contribué au développement de nos relations bilatérales. Et donc les relations sont excellentes aujourd'hui. Et cela grâce donc aux visites que nous avons pu organiser, autour de 4 visites de son Excellence, Monsieur le Président du Faso en Arabie Saoudite. À la suite du diplomate saoudien, Saran Sérémé, le médiateur du Faso remet ici au chef de l'État les rapports d'activité 2018, 2019 et 2020 de son institution. Des rapports qui contiennent des recommandations pour l'amélioration du climat social. Il y a par exemple les personnes privées qui suivent des formations à leur fonds et qui ne sont pas après prises en compte au niveau de l'administration dans le traitement salarial. Nous avons souhaité qu'il y ait des études qui soient menées à ce sens. Il y a les questions, par exemple, des incarcérations dans les maisons de justice qui ne sont pas parfois à même de remplir les conditions des droits humains. Il y a les questions même des ports du Danfani lors des cérémonies. Et sur la question, des textes existent mais ne sont pas appliqués selon Saran Sérémé. Elle plaide également pour une augmentation du budget du médiateur du Faso afin de rendre l'institution plus efficace. Et puis à la primature, c'est l'ambassadeur de la République du Danemark qui est reçu en audience cet après-midi par le chef du gouvernement. Le diplomate vient parler coopération bilatérale avec le Premier ministre. Le Danemark prévoit 100 milliards de francs CFA dans son programme de coopération avec le Burkina Faso pour la période 2021-2025. Il donne les précisions à l'issue de l'entretien à Kwale Nebié et Sébastien Zongo. Le Danemark prévoit 100 milliards de francs CFA sur 5 ans dans le cadre de son programme de coopération avec le Burkina Faso. Le diplomate danois dit être venu échanger avec le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré pour harmoniser les objectifs du référentiel de développement burkinabé en cours d'élaboration avec ceux du programme de coopération bilatérale 2021-2025, lui aussi en cours de finalisation. Un programme qui repose sur 3 objectifs stratégiques. Premièrement, c'est la bonne gouvernance, c'est-à-dire surtout ciblé vers la collaboration de sécurité, aussi avec le ministère de Sécurité, le ministère de Justice, le système de justice de Burkina Faso, l'appui aux sociétés civiles où nous étions engagés pendant longtemps et nous allons continuer, et les droits des femmes, les droits de l'homme, vraiment. Deuxième objectif, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est plus sérieux en Sahel, aussi à Burkina Faso, que dans la plupart du monde. Là, les grands investissements dans le secteur de l'eau, les chires, la gestion intégrée des ressources de l'eau et l'assainissement.
Le troisième objectif est orienté sur l'appui au secteur privé, à l'emploi et à l'agriculture, avec un accent particulier sur la résilience communautaire, selon l'ambassadeur du Danemark au Burkina Faso. Secteur public et privé, société civile, partenaires techniques et financiers réunis depuis ce matin à Ouagadougou. C'est à la faveur de la 3e conférence nationale sur la redevabilité sociale. Le Conseil national des organisations de la société civile ouvre la réflexion cette année sur la contribution de la société civile au processus d'élaboration du nouveau référentiel national présent à l'ouverture des travaux ce matin. Bernard Combelem, Ruth Bini Ouattara. Un nouveau référentiel de développement pour une meilleure prise en compte des besoins des populations et une capitalisation des acquis du PN2S. Sur ce chantier engagé par le gouvernement, les OSC comptent bien être partie prenante à travers de nouvelles orientations dans les différents secteurs de la vie nationale, tout en tenant compte des besoins spécifiques à chaque région. Au fur et à mesure que nous avançons, que nous tirons les expériences des référentiels passés, il devient de plus en plus pertinent d'approfondir la réflexion pour voir quels devraient être désormais les contenus de ces référentiels-là pour refléter aussi les besoins des populations à la base. Il ressort que désormais, de plus en plus, il va falloir que nos référentiels nationaux tiennent compte des besoins spécifiques de chaque région, de sorte que les politiques sectorielles et les plans locaux de développement, tout en s'inspirant du référentiel national, prennent en compte ces questions-là. Le cadre institué depuis 2018 par le Conseil national des OSC se fait aussi le devoir de la promotion des actions de bonne gouvernance et de la redevabilité sociale. Et le gouvernement est venu donc traduire tout son encouragement, toutes ses félicitations à l'ensemble des organisations de la société civile pour leur contribution au développement du pays. Mais aussi dire combien le gouvernement est très sensible à l'action de redevabilité. Pour favoriser une plus grande participation citoyenne, des ateliers régionaux ont été organisés dans les 13 régions du pays. S'en sont suivis l'analyse et l'élaboration d'un document synthèse des discussions, document qui sera renforcé et adopté au cours de la présente conférence nationale qui se referme ce 7 mai. Éducation à présent avec ses contre-performances dans le secteur de l'éducation de base signalées par la mission conjointe de suivi du programme stratégique de développement de l'éducation de base. Les crises sécuritaires et sanitaires sont passées par là et la plupart des cibles n'ont pas été atteintes en 2020. Certains indicateurs sont même en recul. Les résultats sont présentés à la signature conjointe de l'aide-mémoire de la 9e mission de suivi du PDCEB ce matin à Ouagadougou en présence de Siela Ouattara et Isiaka Nana. Ce sont des signatures qui marquent la fin de la 9e mission conjointe de suivi du PDCEB, le programme stratégique de développement de l'éducation de base. Un comité qui affiche à son compteur une seule recommandation exécutée sur 7 issue de la 8e mission conjointe. Des résultats en deçà des attentes. Ces rencontres-là ont pour objectif justement d'apprécier et de redoubler d'efforts. Donc nous devons, malgré les efforts qui sont faits par le gouvernement et par les partenaires techniques et financiers pour développer le système, nous devons prendre de nouveaux engagements. Et au niveau du gouvernement, nous sommes conscients justement de ces, on va dire, ces contre-performances et c'est pour cela que le gouvernement prévoit donc la tenue de débat national sur l'éducation que nous appelons Assise nationale sur l'éducation nationale qui devait permettre donc de prendre de partir de bâtir un nouveau pacte pour développer notre système éducatif. Un nouveau pacte pour une éducation de qualité pour tous. L'engagement est soutenu et encouragé par les partenaires techniques et financiers de l'éducation et de la formation au Burkina Faso. Il y a toujours un travail important à faire. Donc moi, je suis ici ce matin pour dire que le Canada et bien sûr nos autres partenaires techniques et financiers importants, que nous sommes là pour accompagner, pour aider et pour s'assurer qu'on continue à faire un chemin vers l'avant pour les enfants et la jeunesse du Burkina Faso. Cette 9e mission conjointe de suivi du PDCEB intervient à quelques mois de la fin du programme. La 10e mission conjointe de suivi se tiendra en 2022, une mission consacrée à la recherche de voies et moyens pour la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire, le nouveau référentiel d'action du ministère en charge de l'éducation nationale pour les 5 prochaines années.
Venons-en à ce constat. Des salles de classe qui restent désespérément fermées, les élèves laissés à eux-mêmes. Il n'y a plus d'école à Madjouari depuis un bon moment déjà du fait de la crise sécuritaire. Dans la commune, il y avait 14 écoles et 2 collèges d'enseignement général, mais aujourd'hui, pas un seul enseignant sur place malgré les démarches des parents d'élèves pour les faire revenir. C'est donc une population désemparée qui attend de l'État une solution pour sauver l'éducation dans la localité. C'est le tableau que nous dépeint Aruna Kabore et Jérôme Tendano. L'école est fermée parce que notre enseignant est parti. Oui, on veut aller à l'école. Cet élève faisait la classe de CM1 à l'école Tambarga A. C'est dans la commune de Madjouari, située dans la province de la Kompienga. Voici le visage actuel de son école. Ça fait 3 ans de cela qu'il n'y a pas eu d'école ici. 2019, 2020 et 2021, cette année, il n'y a pas eu d'école. En tout cas, on souffre beaucoup sur ça. Voici nos enfants qui sont là ici, ils se divaguent au hasard. En tout cas, ça ne nous plaît pas. Les enfants qui se tournent les pouces à longueur de journée. Pour eux, les grandes vacances sont interminables. Je vais aller à l'école. L'école là est fermée actuellement. Monsieur n'est pas là-bas. Il est parti à Fada. Pour les parents d'élèves, cette situation est insupportable. Certains sont partis du village. Ils sont à Nadiagou, Pama, Fada et même à Ouagadougou. Ils souffrent beaucoup pour s'alimenter. Certains sont devenus des voleurs. Pour les filles, certaines se marient et d'autres se prostituent. Cette commune comptait 14 écoles et 2 collèges d'enseignement général. Tout est fermé à l'heure actuelle. À notre sens, on a eu le détachement, il y a la gendarmerie aussi. Donc, on espère qu'avec leur soutien, ils peuvent nous aider pour qu'il y ait l'école. On a consulté ceux de Pama, la CCEV et le commissariat. Eux aussi, ils nous avaient dit que non, ils vont faire de l'autre possibilité pour qu'ils reviennent. À la suite, on n'a rien entendu. Dès le premier jour qu'il y a eu attaque, je pense que tous les enseignants ont vidé. Nous-mêmes, on a plaidé qu'ils reviennent au moins dans les 2 centres, Tambarga, Madjouari. On a eu à faire des rencontres partout. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de solution. Élèves et parents d'élèves ont le regard tourné vers l'État afin que l'école reprenne ici. Nous demandons que les écoles puissent réouvrir pour sauver nos enfants. Nous voulons comme école n'a qu'à rouvrir encore, on va partir. On demande le gouvernement, il n'a qu'à faire. Notre enseignant là-bas va venir et puis on va faire à l'école. Près de 14 000 personnes vivent dans cette commune de Madjouari. Elle est située à 187 km de Fadan-Gourma, chef-lieu de la région. La jeunesse burkinabé pourtant prioritaire dans la nouvelle programmation de financement 2021-2027 de l'Union européenne au Burkina Faso. Donc, la délégation de l'UE est face aux associations des jeunes pour recueillir directement leurs préoccupations et aspirations pour une meilleure intégration. Le but étant de faciliter l'accès des jeunes à un travail digne. Les concertations sont ouvertes ce matin à Ouagadougou. L'on en sait davantage avec Roger Kam et Aimé Solange Yigma. À travers cette rencontre, la délégation de l'Union européenne entend échanger avec les associations de jeunes sur ces domaines d'intervention prioritaires et recueillir les attentes et les aspirations de la jeunesse burkinabé afin d'en tenir compte dans son nouveau programme de financement 2021-2027. L'objectif est de permettre à la jeunesse de jouer pleinement son rôle de transformation de la société et de prévenir les dérives intégristes. Les jeunes sont quand même la partie la plus importante en quantité de la population, mais aussi en qualité, parce qu'ils ont vraiment la possibilité de déterminer l'avenir de Burkina Faso. Un Burkina Faso qui est en crise, et je viens aussi de le dire, je crois que la solution de cette crise est les jeunes.
77,9% de la population ont moins de 35 ans au Burkina. Leur vision et leurs préoccupations sont fortement attendues pour permettre à la délégation de l'Union européenne de bien orienter sa programmation. Le problème majeur de la jeunesse passe par la formation professionnelle, la question donc de l'emploi, en passant par l'entrepreneuriat, la question donc de l'engagement citoyen, notamment la représentation des jeunes dans les sphères de prise de décision, la question donc de la cohésion sociale et de la paix. Nous souhaitons que cela soit pris en compte dans la programmation de l'Union européenne pour que la jeunesse donc puisse jouer son rôle en tant qu'acteur de développement de notre pays. L'objectif de cette nouvelle programmation est d'améliorer l'accès des jeunes à un travail décent, de bâtir un avenir meilleur pour tous les jeunes et de leur permettre une meilleure intégration socio-économique et politique au Burkina. Création d'emplois, renforcement de la cohésion sociale et de la stabilité, voilà ce que le projet Expertise France Emploi a dans ses bagages pour la région du Centre-Nord. Le nouveau partenaire du Conseil régional veut débourser environ 5 milliards de francs CFA pour ce programme dévoilé à Kaya ce 5 mai. Les détails avec Amadou Ouedraogo et Yacouba Kouala. Le Conseil régional du Centre-Nord a eu un nouveau partenaire. Il s'agit du projet Expertise France Emploi. Le projet, d'une durée de 14 mois, lance le début de ses activités à Kaya. Il entend, à travers son programme, débourser 5 milliards de francs CFA pour offrir de nouvelles opportunités aux populations de la région. On va contribuer alors à notre petit niveau à la stabilisation, en tout cas au renforcement de la cohésion sociale ici dans la région Centre-Nord. Donc on espère former environ 6000 personnes, que ce soit des PDI ou des populations hautes, voilà, sur différents métiers, que ce soit la maraîchère-culture, le BTP, les travaux publics, tous les métiers qui pourraient avoir du sens dans la région Centre-Nord et aussi à l'insertion professionnelle dans l'emploi ou dans la création d'entreprises. La région du Centre-Nord fait face à de nombreux défis au regard du contexte sécuritaire. Avec le déplacement massif des populations, l'employabilité des jeunes est l'une des équations. L'apport d'Expertise France Emploi vient à point nommé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui que l'État ne peut pas employer tout le monde. Donc ce projet-là vient nous aider à régler la question du chômage de nos jeunes en faisant en sorte qu'ils apprennent, qu'ils connaissent quelque chose. Et donc, dans les projets, il s'agirait de chantiers écoles. Les jeunes vont apprendre vraiment quelque chose. Et même à la fin donc, du projet, ils peuvent donc aller dans tous les chantiers et pouvoir y travailler. À l'occasion de cette cérémonie de lancement du projet Expertise France Emploi, le Conseil régional du Centre-Nord offre 300 dispositifs de lave-mains aux formations sanitaires, aux FDS et aux maires des communes. En plus, il donne 24 tonnes de vivres aux personnes déplacées internes de la région. Et voici la société civile conviée ce matin à Ouagadougou par la police municipale à un dialogue sur la sécurité publique et le civisme. La rencontre offre l'opportunité pour des échanges directs avec pour objectif de trouver une synergie d'action contre l'incivisme qui est nuisible à la sécurité publique. Les précisions de Issa Kafando et Vincent Kendrebego. La police municipale, des tenanciers de débit de boissons et des élèves dans un même cadre de concertation. Il s'agit là d'un dialogue entre les services de sécurité et la société civile. L'objectif, trouver ensemble par les discussions une synergie d'action pour mieux lutter contre l'incivisme. Les participants des organisations de la société civile pourront donc s'exprimer librement. Donc cela va contribuer donc à un frottement et au sorties, au finish, on pourra établir un réseautage entre la police municipale et ces organisations de la société civile, à l'effet de en tout cas renforcer donc la collaboration dans la lutte contre l'insécurité. C'est le directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui ouvre les échanges en rappelant l'importance de cette rencontre et la nécessité pour toutes les parties de collaborer pour le bien de tous.
C'est une occasion pour essayer de leur montrer que le problème de l'insécurité n'est pas le problème uniquement des forces de défense et de sécurité, mais c'est un problème général et chacun doit mettre la main à la pâte. Nous leur avons dit de tout mettre en œuvre pour être les porte-parole quand ils vont quitter cette rencontre, pour que toute la population puisse être informée. Et je crois que c'est à cette allure-là qu'ensemble nous allons vaincre l'insécurité dans la ville de Ouagadougou. Ce dialogue entre les services de sécurité et la société civile est initié par la direction chargée de la coordination des polices municipales avec le soutien de la fondation Hans Zeidel. Et le projet de réforme foncière au Burkina Faso qui continue de faire des gorges chaudes, des propriétaires terriens à Pabré demandent au gouvernement de surseoir à la mesure. Les explications avec Aras Manezoundi et Bienvenue Taounsa. Les réformes engagées dans le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville ne rencontrent pas l'assentiment de ces propriétaires terriens regroupés au sein de l'association Nakolop Zanga de Pabré. Ces acteurs dénoncent surtout la suspension des activités de promotion immobilière, une situation qualifiée de recul dans la gouvernance foncière. La situation n'est plus du tout reluisante et la réalité, si des mesures doivent être prises sans concertation, ni tenir compte de la réalité sur le terrain, nous craignons que les choses ne se compliquent davantage. Madi Sawadogo et ses camarades demandent la levée pure et simple de la suspension des activités immobilières. Vous avez donné votre terrain, 5 hectares, vous avez reçu 25 parcelles, signé un protocole d'accord, et vous avez déjà pris peut-être les 20, vous avez partagé à vos fils, à votre famille, et les 5 vous avez peut-être cédé à d'autres personnes, soit des neveux quelconques. Si par exemple on suspend ça, qu'est-ce que nous allons en faire avec ce que nous avons reçu, avec les sociétés immobilières? Est-ce que le ministre sera à mesure de régulariser cette situation pour que nous n'ayons pas de problème avec ceux-là que nous avions aussi cédés? Ces propriétaires terriens appellent le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville au dialogue et à une large concertation avec les acteurs du domaine foncier. Lutte contre les changements climatiques, un nouveau projet pour renforcer la résilience des populations de la sous-région ouest africaine vient d'être lancé à Ouagadougou. Le programme Benkadi, ses missions et ses objectifs dans ce reportage de Amado Ilboudo et Estelle Judith Assogba. 4 pays, un objectif commun, améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso décident de mettre en synergie leurs actions à travers le programme Benkadi pour atteindre cet objectif. Un programme qui lance ici au Burkina Faso le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique au nom de ses pairs des 3 autres pays. Ainsi donc, chaque pays peut dès à présent démarrer officiellement ses activités. C'est un programme novateur parce que vous savez que ces pays-là sont confrontés à un certain nombre d'effets négatifs liés au changement climatique. Il faut donc que le gouvernement ait des programmes assez précis pour pouvoir lutter et préparer la population à ce changement climatique. Mais le gouvernement seul ne peut pas. C'est la raison pour laquelle donc, les organisations de la société civile se sont mises ensemble pour pouvoir lutter et effectivement travailler à appuyer les gouvernements, donc à préparer les populations pour la résilience climatique. Le programme Benkadi, qui signifie en langue bambara, travailler ensemble dans la même direction, est financé par le Royaume des Pays-Bas à hauteur de plus de 14 milliards 200 millions de francs CFA. Il s'exécutera durant 5 ans dans les différents pays bénéficiaires et les secteurs concernés sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie et les mines. En ce qui concerne le Burkina, il y aura un travail qui sera fait en termes de renforcement des capacités des différentes organisations de la société civile et également un travail d'élaboration et de suivi des politiques. Il y a également les questions de l'orpaillage. Le programme Benkadi est porté par un consortium qui regroupe 5 membres. Après 3 années passées sur le terrain du renforcement de l'enregistrement des naissances à l'état civil, le programme Bravo fait le bilan de ses partenaires et aux responsables des communes bénéficiaires. L'exercice de redevabilité se tient
à Ouagadougou. Voici l'ouverture des travaux résumés par Suleiman Sanou et Hahadi Sandamba. C'est un exercice de redevabilité. Face aux maires des communes bénéficiaires, aux partenaires techniques et financiers, les responsables du programme de renforcement de l'enregistrement des naissances à l'état civil et de lutte contre le phénomène des enfants invisibles dans la région du centre-ouest présentent ici le bilan de leurs actions. Un programme exécuté dans 38 communes de la région avec à la clé la mise en place de plus de 200 centres secondaires d'enregistrement de naissances logés dans des centres de santé de base. Et en 3 années d'exécution, ce sont plus de 80 000 enregistrements de naissance et 20 000 établissements d'actes de naissance pour des écoliers qui ont été enregistrés. Nous avons commencé avec une cinquantaine de centres secondaires et si on s'en sort avec plus de 200, je crois qu'il y a motif de satisfaction sans occulter le fait qu'il y a à parfaire. Ça c'est sûr, mais il y a quand même motif de satisfaction pour les actions que nous avons eues. Pour les partenaires techniques et financiers, l'heure n'est pas à la clôture du programme, mais plutôt à une réorientation des actions. Et désormais, l'initiative italienne en la matière se penche sur la question des enfants de déplacés internes. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de déplacés au Faso et que la plupart d'entre eux, c'est des enfants. Et il y a toujours ce problème parce qu'ils ne terminent pas de se générer ce problème. Alors on doit continuer jusqu'au moment qu'on gère pleinement le problème. Avec une enveloppe financière d'environ 650 millions de francs CFA, le programme de renforcement de l'enregistrement des naissances à l'état civil et de lutte contre le phénomène des enfants invisibles dans la région du centre-ouest est exécuté entre mai 2018 et mai 2021. Il est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement en partenariat avec la province autonome de Trento et la communauté de Sant'Egidio. Et puis de la gastronomie locale dans ce journal avec le porc dans tous ses états à Réau. Le festival du porc au four tardait à venir au dire des amateurs et des populations de cette localité à fort potentiel d'élevage du cochon. Les initiateurs offrent tout naturellement l'occasion de valoriser la chaîne autour du porc. Le week-end dernier, Réau est le point de convergence privilégié des consommateurs de ce mets, nous confie Jean-Eudes Bayala. Vincent Tiendrevego. À Réau, dans le Sanguier, un événement est désormais dédié au porc, le festival Porc au four. Réau est reconnu par le porc au four. Donc, raison pour laquelle je dis que non, le festival est la bienvenue ici. Comme lui, les bouchers, spécialistes du porc au four, ne rêvaient que de cela. Alors, ils ont pris d'assaut le festival avec leurs produits. Sur les étals, le porc dans tous ses états. Et Zona est la seule femme de tous les exposants. Mon mari qui vend quoi. Et puis moi aussi je l'aide pour vendre la viande là. Parce que je vois que c'est intéressant quoi. On a mis des oignons, piments, tomates. Et puis on a même écrit au-dessus parce qu'on a décoré ça pour que les gens apprécient quoi. Les amateurs de cette viande, eux, ne se font pas prier. En tout cas, c'est vraiment appétissant. On a consommé, c'est vraiment bien. Et je suis vraiment content et fier d'être réolais. Et au-delà de ça, il y a la viande de porc, voilà. Mais il y a ce brassage culturel-là. On a pu voir des bissas, des samots, des moussis se regrouper autour d'un seul animal qu'est le porc. De commande en commande, les porcs arrivent et disparaissent des plateaux des bouchers. Je suis à mon 6e porc. Voilà. Bon, par jour, on peut avoir 8 ou 9 comme ça. Pour les promoteurs, le festival Porc au four de Réau a été pensé pour venir en soutien à une économie locale autour de l'élevage des porcins. Ça occupe une place très importante. Et disons que l'introduction du porc même a été faite par les prêtres d'abord dans notre société. Ensuite, ça a été légué aux catéchistes. Ensuite, après ça, le porc était élevé par les femmes et nous savons que les femmes jouent un rôle très important dans la société, dans l'économie de notre société. Donc tu ne pourras pas rentrer dans une cour, dans le sanguier, sans trouver un porc attaché à un grenier. C'est pourquoi nous avons dit, voici vraiment une chaîne qu'on doit valoriser. Officiellement ouvert samedi en présence du ministre de l'Agriculture, l'initiative qui est à sa première édition est appelée à se poursuivre au fil des années.
Et dans l'actualité internationale, c'est cette décision du président américain qualifiée d'historique par l'Organisation mondiale de la santé. Joe Biden se dit favorable à l'idée de la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid-19. Faut-il lever les brevets sur les vaccins anti-Covid-19 ? Le président américain Joe Biden se dit favorable à cette idée. L'objectif est d'accélérer la production mondiale. Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, pour l'heure, ces brevets sont détenus essentiellement par des laboratoires américains globalement opposés à leur levée, car cela les priverait de rentrées d'argent. La Fédération américaine de fabricants pharmaceutiques juge que cette décision pourrait, je cite, affaiblir davantage les chaînes d'approvisionnement déjà tendues et favoriser la prolifération de vaccins contrefaits. Reste à fixer les modalités de cette levée de propriété intellectuelle par consensus au sein de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale de la santé a salué une décision historique de Joe Biden. Alors que les inégalités d'accès aux vaccins entre pays riches et pauvres restent criantes, l'OMS en avait appelé lundi à la solidarité des pays les plus riches. Les chefs de la diplomatie des pays du G7 se réunissaient justement mercredi à Londres pour la première fois en présentiel. Dans leur communiqué final, ils promettent de soutenir financièrement le système de partage des vaccins COVAX, mais aucun montant spécifique n'a été annoncé. À ce jour, 49 millions de doses seulement ont été livrées dans 121 pays, alors que l'objectif est d'en acheminer 2 milliards en 2021. Symbole de la fracture, pendant que les pays développés commencent à lever les restrictions, les pays les plus pauvres sont toujours dans l'œil du cyclone de la pandémie. L'Inde en est l'exemple frappant. Des habitants meurent dans la rue par manque d'oxygène et le pays, un des plus grands fabricants de vaccins au monde, manque cruellement de doses. Et c'est la fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les informations reviennent dans leur dernière version à 23h avec Amadou Marcelto. Très belle soirée à tous et très joyeux anniversaire à Amadou Marcelto.